Si vous êtes kiné ou préparateur physique et que vous cherchez des équipements robustes et fiables, je vous invite à aller voir les marques Laroc et Genentech Med qui fabriquent des appareils dédiés à la musculation et à la rééducation 100% made in France. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Nicolas. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview pour le podcast. Avec plaisir. C'est un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. J'en profite pour remercier Simon Baru-Bellou qui nous a mis en contact et qui m'a donné ton nom, et après je me suis renseigné et puis voilà, c'est grâce à lui entre autres que le podcast peut se faire avec toi, donc je suis content de le remercier en tout cas. Pareil, je le remercie aussi. Salut Simon. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît? Ouais. Alors, la définition pour moi de la performance, c'est vraiment la mise en œuvre de moyens dans le but d'atteindre un objectif. Et ça, je le vois, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition, comme un acteur au cinéma qui met des choses en place pour réussir à tourner une scène. Voilà, de la même manière que moi je mets des choses en place pour être performant, pour animer une séance d'entraînement, ou des athlètes qui ont besoin de mettre des choses en place, donc mettre des moyens en place pour réaliser leur objectif et donc être performant. Voilà un petit peu comment j'imagine la définition de la performance. Top, super. Et tu es entraîneur de natation depuis 2003, puis directeur sportif maintenant depuis 2019 au Dauphin du TOEC. Quel est ton rôle? Quel a été ton rôle en tant qu'entraîneur et qu'est-ce que tu fais maintenant en tant que directeur sportif? Ok, mon parcours, j'ai été nageur. J'ai appris à nager à Blagnac, et puis ensuite je suis arrivé au TOEC en 1992 comme nageur, et j'ai intégré un groupe d'horaires aménagés. Donc ça, c'était mon premier contact avec les dauphins du TOEC. Et puis aussi dans un système qui se voulait déjà allant vers la performance, quoi. Et donc j'ai nagé au Dauphin du TOEC jusqu'à 97, et puis ensuite j'ai arrêté de nager parce que j'étais peut-être influencé par d'autres centres d'intérêt, on va dire. Et donc j'ai pris un peu de recul sur la natation. J'ai travaillé. Alors j'ai passé mes diplômes dans la restauration comme un bac pro hôtellerie-restauration, et puis j'ai travaillé dans la restauration pendant quelques années. Et arrivé à un certain moment, je me suis posé la question si c'était réellement ce que je voulais faire de ma vie. Et donc je suis parti pendant 1 an en Guyane et au Brésil. Et là, j'ai fait un peu l'introspection de ce que j'avais réalisé, et puis de ce que je voulais être surtout. Et quand je suis revenu en France, j'étais décidé à passer mes diplômes d'entraîneur. Donc effectivement, en 2003, j'ai commencé à passer mes premiers diplômes et à intervenir sur l'école de natation au Dauphin du TOEC. Malheureusement, au départ, j'ai pas pu être embauché directement, donc j'intervenais simplement le soir sur l'école de natation. Et comme il fallait quand même que je gagne de l'argent, la journée, j'allais
intervenir dans une école avec des handicapés, où j'étais donc assistant en biscolaire. Et puis en 2008, voyant que j'étais assez motivé et puis assez disponible, les Dauphins du TOEC m'ont proposé un contrat, et donc là j'ai pu vraiment intervenir davantage. Donc 2008, c'était aussi le départ de Frédéric Barral des Dauphins du TOEC. Il est parti pour Antibes, et Lucien Lacoste, qui était l'entraîneur du Pôle France à l'époque, m'a proposé d'être son assistant. Donc le matin, j'étais l'assistant sur le Pôle France. L'après-midi, j'étais assistant sur un groupe d'horaires aménagés. Et puis le soir, j'intervenais sur l'école de natation. Donc voilà, j'étais très très motivé, et puis aussi la soif d'apprendre et de découvrir. Et puis au fur et à mesure, des opportunités se sont créées. Et quand Lucien Lacoste a arrêté d'entraîner après les Jeux de 2016, donc moi je suis passé par tous les postes au Dauphin du TOEC entre-temps. Donc j'ai fait l'école de natation, et puis donc j'ai eu des avenirs, des poussins, des benjamins, et puis ensuite j'ai pu intégrer l'horaire aménagé. Et et puis j'ai fait du secrétariat, de la surveillance de bassin. J'ai été aussi référent de l'école de natation. Donc c'était le moment où je chapeautais un petit peu l'école de natation des Dauphins du TOEC. Et voilà. Et en 2016, quand Lucien Lacoste est parti à la retraite, donc j'ai eu la possibilité de prendre en responsabilité le pôle espoir. Voilà. Donc là, le pôle espoir, je l'ai gardé jusqu'en 2019. Et puis en 2019, une volonté du président du club de faire du changement dans le club, et il m'a proposé donc de prendre et la direction sportive du club et l'entraînement des groupes élites avec mon collègue Walter Montberger, puisqu'on a un groupe qui est divisé en deux, avec une partie un peu plus sprint et une partie un peu plus qui nage un petit peu plus long, quoi. Voilà. Donc moi j'ai pris en charge les nageurs qui nageaient un petit peu plus long. Voilà, et puis donc depuis 2019, j'ai ce rôle-là, directeur sportif et entraîneur. Top. Et Nicolas, alors de l'extérieur, on a l'image de la natation comme un sport un peu ingrat entre guillemets, qui est un sport de besogneux. Sur toute ta carrière, alors en tant que nageur et puis en tant qu'entraîneur et directeur sportif, est-ce que tu as remarqué des évolutions dans l'entraînement? Je pense au volume d'entraînement. Quand je parlais que c'était un sport de besogneux, on a l'image de nageurs qui nagent beaucoup de kilomètres par jour et dans la semaine. Voilà, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à l'entraînement ces 20-30 dernières années, et aussi par rapport à ce volume d'entraînement nécessaire en semaine? Ouais, complètement. C'est vrai que je me rappelle d'une époque où en fait il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées, où parfois on pouvait voir des entraîneurs qui proposaient 3 séances par jour, des volumes qui augmentaient à n'en plus finir. Parfois, voilà, et ça arrive encore, hein, puisque en fonction du parcours qu'on a eu en tant que nageur et puis en tant qu'entraîneur, parfois on est très imprégné de ce qu'on a pu observer, et on a tendance à reproduire ce qu'on a pu vivre ou observer, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on a une natation, ce que j'appelle, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas moi je l'appelle comme ça, c'est une natation un peu plus éco-responsable, dans le sens, alors c'est pas dans le sens écologique, mais plutôt dans le sens où on va passer peut-être un petit peu moins de temps à l'entraînement. On va essayer de faire mieux les choses. D'être mieux organisé, mieux construit, mieux modélisé le système, de façon à ce que ça soit plutôt optimal, et en prenant aussi davantage en considération la récupération, puisque j'ai connu une époque où voilà, il fallait s'entraîner beaucoup, mais on oubliait parfois que la récupération faisait aussi partie de l'entraînement. Et donc il y a des tendances comme ça qui ont émergé.
Et voilà, donc j'aurais tendance à dire que maintenant il y a un petit peu moins de volume, que c'est un peu plus organisé et surtout c'est le contenu est mieux réalisé. Voilà, après on peut voir aussi dans le matériel qui évolue, les exercices. Voilà, on voit des situations d'entraînement qui peuvent être aussi un peu plus ludiques, euh, il y a moins de situations où on aligne les longueurs et beaucoup plus de situations où on les met dans le challenge, dans la compétition, dans la confrontation ou voilà, ou des exercices vraiment innovants, quoi. Voilà. Et puis le rythme d'entraînement également, parce que il est arrivé que moi au tout départ quand j'ai commencé à entraîner, je faisais 11 séances par semaine. Aujourd'hui, je suis plus qu'à 9. Enfin, Et pourtant les résultats sont meilleurs. Donc ça c'est pas forcément euh, d'en faire plus qui permet d'obtenir les meilleurs résultats, mais je pense que de faire mieux. Et donc c'est pour ça que je l'appelle la natation un peu éco-responsable. Voilà. Et puis après il y a tout ce qui est prépa physique, prépa mentale, qui ont fait aussi qui ont pris vraiment une place importante dans l'entraînement et dans la perf. Et voilà. Et l'organisation de l'environnement, qui est un point sur lequel voilà, on travaille sans cesse, donc notamment tout ce qui est nutrition, tout ce qui est organisation de la scolarité, de façon à créer une espèce d'équilibre dans l'environnement de l'athlète. Et ça, peut-être que auparavant, c'était beaucoup moins pris en compte. Et donc, pour résumer, est-ce que tu dirais qu'avant, il y avait beaucoup de temps passé dans les bassins et beaucoup, pour caricaturer même, beaucoup de longueurs faites, etc. Et que maintenant, il y a beaucoup d'à côté. Tu as parlé de récupération, de préparation mentale, de préparation physique, de l'environnement, de l'école, tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un meilleur équilibre entre le temps passé en bassin pour la performance en natation et le temps passé hors bassin, mais toujours dans l'optique de la performance en natation, quoi? Ouais, complètement. Voilà, tu as très bien résumé ce que je voulais exprimer. Tout à fait. Pas de souci. Et tu as été l'entraîneur de Léon Marchand pendant 11 ans. Il est parti à Phoenix en septembre 2021 pour s'entraîner avec Bob Bowman. Alors, on a tous en tête Bob Bowman et le duo qui est formé avec Phelps, qui est le sportif le plus médaillé des JO avec, j'ai regardé, c'est 28 médailles en tout et 23 médailles en or, ce qui est... Il n'y a pas trop de mots pour décrire ça tellement c'est énorme. Je voulais savoir, toi, par rapport à Léon, qu'est-ce que ça lui apporte d'être parti à Phoenix au niveau de la méthodologie, au niveau de l'émulation? Alors, il y avait peut-être beaucoup d'émulation déjà au Dauphin du TOEIC, mais comment lui s'est situé et qu'est-ce qui l'a motivé à partir par rapport à son projet, les études, la natation, etc. Je crois que, enfin, c'est même sûr, pour en avoir discuté avec lui, c'est que déjà au départ, c'est un projet qu'il avait en tête depuis tout jeune. C'est pas venu d'un coup en se disant tiens, je vais aller voir ce qui se passe aux États-Unis. C'est que lui, il avait déjà peut-être inconsciemment fait un peu son chemin, ce qu'il avait imaginé de sa carrière de nageur. Et donc il s'est construit ici. Et puis quand il est arrivé à un certain niveau de performance, et que c'était le moment par rapport à la scolarité, etc., sa maturité également, il a senti que c'était le moment où il pouvait aller voir un peu cette natation qui fait un peu rêver, parce que c'est vrai que quand on voit les Américains débarquer, que ce soit aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques, on a l'impression qu'ils sont partout et qu'il y a une natation très forte. Donc on a envie d'aller se rendre compte de ce que c'est et puis d'aller se confronter, puisque voilà, il termine 6e des Jeux avec des Américains devant. Donc voilà, c'est se dire tiens, ben je vais aller voir comment ça se passe et puis je vais aller désacraliser un petit peu le mythe américain. Donc je pense que c'était parti un petit peu de là. Et puis ensuite, voilà, les États-Unis, pour y être allé 2 fois. J'y suis allé la première année où Léon est parti, et puis j'y suis retourné cette année.
et puis discuter avec Bob notamment, et puis voir aussi, moi aussi, me rendre compte de ce que c'est que la natation américaine, et désacraliser certaines choses. Mais voilà, ce qu'on peut se rendre compte, quand on arrive, c'est qu'il y a une vraie dynamique d'équipe. Voilà, il y a vraiment, dès l'échauffement, ils vivent comme une équipe, comme on peut voir une équipe de rugby, une équipe de foot, voilà. Ils se retrouvent sur les échauffements comme une équipe, et puis ils s'encouragent beaucoup. Et je pense que ça, c'est quand même lié au programme sportif que propose le système universitaire américain, où avec des rencontres qui font tous les 15 jours, avec des points, et donc chaque athlète apporte quelque chose à l'équipe, quoi, à l'université, et donc à l'équipe. Et ça crée une vraie dynamique positive. J'ai eu cette sensation-là. Dans l'organisation du double projet aussi, les universités, c'est vraiment organisé pour le double projet. Voilà. Si je fais le comparatif, ici par exemple, il arrive que j'ai un athlète qui puisse pas venir à l'entraînement, je le fais rattraper le soir, des choses comme ça. Là-bas, en fait, tout était organisé, et donc à chaque séance, Bowman, sauf si il a un nageur qui est malade, ou pour une bonne raison, mais sinon il les a tout le temps, tous à l'entraînement en même temps, quoi. Et ça, c'est quand même un plus aussi, et puis notamment en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la dynamique d'équipe. Voilà. Après, l'unité de lieu, il y a l'université qui est, en fait, c'est la piscine qui est dans l'université. Donc on n'a pas besoin de faire 15 km ou 10 km pour aller s'entraîner. On n'a pas besoin voilà, tout est un peu à côté, et donc il y a une vraie, c'est l'unité de lieu. C'est une petite ville universitaire, c'est une ville, quoi. Et puis ensuite, dernière chose que j'ai pu retenir, c'était que les règles, elles sont les mêmes pour tous. Il y a un règlement universitaire qui est en Arizona, c'est le même qui est pour l'autre université. Et donc, ce qui fait que il n'y a pas de jalousie entre les universités, etc., etc. Voilà, c'est chacun au même pied d'égalité. Ils ont droit à ça, ils prennent ça. Ils n'ont pas droit à ça, ils le font pas. Ils sont très stricts sur ces règles-là. Voilà, donc je trouve que ça met une rivalité, mais plutôt saine, quoi. Voilà. Et après, tout ce qui est de l'entraînement enfin, en tout cas, vraiment, si je parle de l'entraînement en lui-même, je crois qu'on n'a pas grand-chose à envier en réalité. Voilà. Alors, si je prends Bob, évidemment, il a un aura, et puis il a un palmarès, et donc forcément, quand il a ses athlètes face à lui, il écoute, et puis il dégage quelque chose. Et donc ça, il a construit au fur et à mesure de sa carrière. Mais après, dans le contenu, il n'y a pas quelque chose de magique, de secret, de particulier. Et je crois que là-dessus, les entraîneurs français, on n'a pas de complexe à avoir. C'est-à-dire que vraiment, on a aussi de la créativité, on sait construire les choses, on sait s'organiser. Voilà, mais peut-être que lui, pour le moment, il a poussé le truc encore un peu mieux. Voilà. Ouais, il a sûrement optimisé tous les moyens à disposition, et tu parlais de mêmes règles pour tous. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de différence entre un étudiant qui fait les JO et qui performe, et peut-être un autre étudiant, ou alors un étudiant qui fait un autre sport mais qui fait pas les JO, etc. Il n'y a pas de passe-droit. Non, il n'y a pas de passe-droit. Les règles, ce sont les règles. Et alors après, il y a moyen de faire différemment, mais à ce moment-là, il faut sortir du système universitaire et devenir professionnel. Ouais. Ah, mais tu vois, ça participe à l'esprit d'équipe et tout, quoi. Il y a un esprit d'équipe aussi parce qu'ils savent qu'ils sont tous logés à la même enseigne, quoi. Exactement. Et du coup, alors moi, j'y connais pas grand-chose à la natation. Léon, une de ses spécialités, c'est le 400 mètres 4 nages.
Alors moi, quand je vois ça, je me dis, c'est 4 nages différentes. Comment tu planifies ou comment vous planifiez avec Bob Bowman? Est-ce qu'il faut être très fort sur sur son point fort ou sur son super pouvoir et entre guillemets limiter la casse sur les 3 autres nages, ou est-ce qu'il faut être bon sur les 4 nages et du coup passer du temps à s'entraîner sur ces 4 nages? Tu vois, comment vous construisez et comment vous planifiez l'entraînement pour le 400 mètres 4 nages? Ouais. Alors, faut partir déjà du constat qu'aujourd'hui, la natation, pour ceux qui font du 4 nages, on a de plus en plus de nageurs qui sont très complets et que d'avoir ne serait-ce qu'une nage où on est un peu moins bon, ça peut vraiment être un frein à la perf et un frein au podium. Les meilleurs nageurs aujourd'hui en 4 nages sont à peu près bons partout, quoi. Ils sont pas un gros défaut, on va dire. Comme notamment, par exemple, Léon en 2021 à Tokyo, on savait que le dos c'était son point faible et c'était un véritable problème. Voilà. Et par contre, on savait qu'en pape il était fort, on savait qu'en brasse il était fort, et puis qu'en crawl il avait cette énergie, cette volonté, et puis cette fougue de la jeunesse pour finir ces courses-là. Mais par contre, il fallait essayer de trouver des solutions en dos. Donc on a commencé à y travailler dessus, mais on était encore que dans la formation de Léon, on n'était pas encore vraiment dans la finalité de sa formation, et il nous a manqué encore un petit peu de temps. Heureusement, il est parti avec quelques billes, et puis ils ont bien travaillé avec Bob pour pallier à ce manque. Toutefois, voilà, pour le catenage, je pense que ça part déjà de l'apprentissage. Faut vraiment chercher à apprendre chaque nage indépendantes l'une de l'autre, même si y a des choses qui sont transversales. Nous, par exemple, sur l'école de natation, on va commencer par une nage, et puis une fois qu'on a acquis certaines compétences, on va pouvoir passer à une autre, et ainsi de suite, jusqu'à acquérir les compétences dans les 4 nages. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle la période de développement, où là, on va perfectionner, et puis on va développer un petit peu ce potentiel par nage. Et lorsqu'on définit, entre guillemets, un peu sa spécialité, lorsqu'on va aller vers réellement le 4 nage, moi, ma stratégie, c'était plutôt de chercher à gagner un maximum de temps dans un premier temps. Donc, ça veut dire aller travailler sur les nages faibles, de façon à essayer de gagner un maximum de temps, et en parallèle renforcer les points forts. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu ce que Bob a fait avec Léon lorsqu'il est arrivé. La première année, Léon a fait beaucoup de dos avec Bob, de dos et de pape. Et au fur et à mesure, là cette année, il a travaillé un peu plus sur la brasse et sur le crawl. Malgré tout, bon, ça veut pas dire qu'il se cantonne à ça, ça veut dire simplement que c'est la dominante. Et puis l'avantage quand on fait du 4 nage, c'est que si un jour on se sent pas forcément bien dans une nage, ou qu'on a un souci quelque part, bon, on peut rebondir sur autre chose, et que malgré tout ça nous apporte quelque chose, quoi qu'il en soit, pour le 4 nage. Voilà ce que... Puis après, c'est assez cyclique, hein. Assez cyclique, dans le sens où on peut travailler sur des périodes. Moi, ça m'est arrivé de faire quelque chose du style, je commence ma semaine avec beaucoup d'exercices et d'éducatifs, mais pas de série spécifique dans une nage, mais je fais beaucoup d'exercices pour développer un petit peu les compétences et les qualités sur une nage. Et au fur et à mesure de la semaine, je le transférais à mettre de la vitesse, et puis de la vitesse qu'on va amener de plus en plus longtemps, et puis après qu'on va répéter de plus en plus. Voilà. Et après, la semaine d'après, je passais à une autre nage, etc. Donc ça, je le faisais, mais plutôt avec des jeunes. Aujourd'hui, c'est différent. Voilà. Super. Et on sait qu'il excelle aussi sur 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. Est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités de ces techniques et les demandes physiques que ça demande, ce type de nage-là?
Alors moi, j'ai toujours considéré que, bon, déjà la nage papillon et la nage brasse, j'ai toujours considéré que c'était des nages plus techniques que physiques dans un premier temps. Pourquoi? Parce Ok. qu'en fait, c'est des nages qui, lorsqu'on ne nage pas bien, on se freine davantage et on se fatigue davantage aussi. Donc pour moi, Hmm. l'intérêt, c'était de me dire, d'abord, je veux qu'il nage bien. Donc c'est ne pas se freiner, avoir une bonne coordination, une bonne mobilité, une dissociation de la tête, du tronc et du relâchement. Donc voilà, c'était me dire, voilà, je travaille là-dessus d'abord, et ensuite, on va travailler sur les aspects physiques. Donc la répétition de faire quelque chose avec les éléments que je t'ai donnés auparavant. Donc c'est d'abord nager bien, et voilà, et puis ensuite la répétition. Parce que souvent, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que plus la fatigue augmente au fur et à mesure de la course, plus la technique, entre guillemets, se Hmm. dégrade. Et plus elle se dégrade, plus on va avoir Ouais. tendance à se freiner. Et plus on va se freiner, plus ça va être fatigant. Donc Hmm. l'enjeu, en fait, Hmm. c'est de se fatiguer, d'être fatigué le plus tard possible, quoi. Donc de rester, Hmm. avoir suffisamment de lucidité pour que techniquement ça reste propre jusqu'à la fin et pour que ça soit un peu moins douloureux. Voilà. Donc voilà, je l'ai abordé Hmm. plutôt Hmm. dans ce sens-là. Après, je pense que la Ok. stratégie de la course, c'est aussi un élément important. La modalité, la stratégie, la façon dont on va s'y prendre. Donc ça, c'est lié plutôt au relâchement, à la force qu'on va y mettre, à l'énergie qu'on va donner. Et ça, c'est aussi à intégrer Hmm. dans ces paramètres-là. Voilà. Hmm. Hmm. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Et alors, on sait que Léon, ses deux parents ont nagé à haut niveau. Toi qui l'as connu jeune, est-ce que tu peux nous dire comment il était? Est-ce que voilà, il voulait performer à très haut niveau? Est-ce qu'il voulait déjà faire les JO, etc. Est-ce qu'il était entre guillemets prédéterminé aussi avec ses parents à aller toucher ce haut niveau, ou est-ce que ça s'est construit petit à petit? Ouais, tout à fait. Alors ça s'est vraiment construit petit à petit parce que Léon, au départ, c'est quand même quelqu'un de plutôt introverti, voilà, plutôt Mm. discret, voire timide parfois. Et c'est pas quelqu'un qui m'aurait exprimé quand je l'ai eu la première année. C'est pas quelqu'un qui exprimait l'envie de gagner et de battre ses adversaires. Euh, et puis en Ok. plus, bon, ses parents avaient fait du haut niveau, savaient ce que c'était que le haut niveau et puis ce que ça demandait Mm. comme contrainte, on va dire. Et donc, ils ne Mm. l'ont jamais forcé à venir à l'entraînement. Donc, au tout départ, ben, il venait des fois une fois par semaine. Puis l'hiver, il venait pas trop. Et puis des fois, il venait 2 fois et puis 3 fois. Bon, voilà, c'était un peu anarchique. Mm. C'était pas vraiment défini. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il venait, je savais qu'il venait avec envie. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis, il était très appliqué dans ce qu'il faisait. Donc ça, c'était une bonne qualité. Voilà. Et puis, alors, le fait que les parents aient fait du haut niveau, ben, ils ont pris beaucoup de recul sur sa pratique à lui. Simplement, ils se sont contentés de. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai parce que j'ai jamais eu de soucis avec ses parents. Ça s'est toujours très bien passé. Ils sont dans l'accompagnement. Voilà, j'encourage mon enfant, je l'accompagne. De temps en temps, voilà, je lui donne quelques conseils, mais pas des conseils d'entraîneur, mais plutôt des conseils de parents ou voilà, parce qu'ils ont Mm. ce rôle-là avant tout, quoi. Et puis Mm. forcément, Mm. quand il y a une passion commune au sein de la famille, parfois on en discute, on échange, on regarde des vidéos, voilà, et c'est aussi, je pense que ça lui a apporté euh, encore plus de passion et encore plus d'envie le fait que papa et maman aient, euh, aient eu ce parcours-là. Voilà. Mm. Et donc Mm. pour Léon, ça s'est fait Ah, vraiment top. très très progressivement. Euh,
Euh, c'est au départ, c'était juste, je viens nager, je viens avec les copains, je prends du plaisir, et jusqu'au jour où il a commencé à rentrer dans les finales nationales, et puis ensuite commencer à gagner, et puis la première sélection en compétition internationale avec l'équipe de France. Et en fait, à chaque fois, hop, un petit pas supplémentaire qui lui donnait, en fait, ça l'a nourri pour le coup d'après, quoi. Voilà, et jusqu'à ce qu'on arrive, je crois que c'était les championnats d'Europe junior, où il y avait du challenge, où il fallait qu'il enchaîne des courses, etc. Et donc ça l'a vraiment challengé, ça lui a bien plu. Et puis après, hop, de nouveau, on s'est appuyé sur cet esprit un peu de challenge pour la qualif aux Jeux de Tokyo, où on s'est dit, tiens, on pourrait, en début d'année, on s'était retrouvés et on s'était dit, tiens, cette année, ça serait bien que tu te qualifies aux Jeux, et puis pourquoi pas t'amuser en finale, quoi, sans forcément viser une médaille aux Jeux à Tokyo. Au fur et à mesure de la saison, il a vraiment bien travaillé. Et puis on arrive au championnat de France à Chartres, il se qualifie pour les Jeux. Et non seulement il se qualifie pour les Jeux, mais en plus il a la deuxième ou troisième perf mondiale de la saison. Et là, tout d'un coup, hop, ça bascule. Ça bascule, tout le monde se dit, tiens, il peut faire quelque chose de jeu, il peut faire une médaille, etc. Et là-dessus, on n'était vraiment pas prêts. Alors moi, encore moins, parce que voilà, pour moi, on s'était fixé l'objectif de se qualifier au jeu, et éventuellement de s'amuser en finale. Ça veut dire vraiment d'être présent et puis de jouer des places, mais on était plutôt sur des places d'honneur que sur le podium. Et donc voilà, sur la préparation, j'ai manqué un peu d'expérience à ce moment-là. Et maintenant, avec du recul, c'était bien de l'avoir vécu, mais je l'aurais sûrement fait différemment si j'avais l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu aurais fait de différent, justement? Je pense que le laps de temps qu'il y avait entre les championnats de France et les Jeux Olympiques, je l'aurais organisé différemment. Parce que là, on s'est un petit peu affolé. Je savais pas trop si. En plus, c'était un système avec un championnat assez proche des Jeux. Qu'on n'avait jamais expérimenté. C'était la première fois, parce que d'habitude on avait les championnats plutôt au mois d'avril, là on les avait plutôt tard dans la saison, assez proche. Et c'était un schéma de préparation qu'on n'avait jamais expérimenté. Et donc j'étais perdu entre le fait, est-ce qu'il fallait qu'ils récupèrent, est-ce qu'il fallait que je leur fasse travailler, et ça, c'était dans un laps de temps trop court, en fait, pour pouvoir, avoir suffisamment de connaissances ou même de partage de connaissances avec des collègues pour pouvoir récolter assez d'informations pour pouvoir me guider un peu. Voilà. Donc ça, je l'aurais fait déjà différemment. Et puis après, il y a vraiment le temps sur les Jeux où il faut d'un côté profiter, parce que c'est des Jeux Olympiques, mais d'un autre côté savoir rester un peu stoïque face à certaines situations, quoi. Voilà, il y a des choses qui m'ont agacé à certains moments, et puis des choses qui m'ont un peu stressé, peut-être dans le sens où je me suis peut-être un peu affolé à certains moments pour pas grand chose. Voilà, et en fait, j'ai manqué un petit peu de justesse à certains moments. Et aujourd'hui, avec le recul et puis l'expérience, je pense que j'aurais fait différent. Voilà, c'est ce que je peux te dire. C'est énorme. Ouais, top. Merci beaucoup. On sait aussi que Léon, il a beaucoup travaillé au niveau préparation mentale avec Thomas Samu, entre autres. Quelle qualité mentale il faut, d'après toi, pour percer à haut niveau en natation? Ouais. Alors c'est vrai qu'il a commencé à travailler avec Thomas Samu lors du confinement pendant le Covid, parce que on avait fait parce que moi j'ai repris ce groupe-là, c'était l'année juste avant les Jeux,
Et donc, je savais pas par quel levier il fallait que, au départ, quand j'ai récupéré le groupe, je savais pas par quel levier j'allais pouvoir en un an qualifier un maximum d'athlètes au jeu, quoi. Et donc, j'ai pris une option. C'était une option un peu radicale. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'année des Jeux, il faut bosser. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait avant. Je sais pas vraiment où est-ce qu'ils en sont. Mais voilà, je bosse. Donc je bosse. C'était très dur. Et puis en plus, voilà, j'étais encore sur un ancien système. Enfin bref. Et donc là, Léon était vraiment très très fatigué. Et heureusement pour nous, enfin heureusement, c'est un peu, je sais pas si je dois dire ça, heureusement qu'il y a eu Covid parce que c'était pas une bonne période pour beaucoup de monde, mais en tout cas pour Léon, pour la perf et pour notre histoire, en fait, heureusement qu'il y a eu ce Covid parce que ça lui a permis de souffler un peu, travailler avec Thomas Samu et moi aussi également à ce moment-là, où on a beaucoup échangé sur justement l'aspect bien-être, l'aspect prendre du plaisir, l'aspect challenge. Et en fait, j'ai mieux compris les besoins des athlètes dans les relations aussi entraîneur-entraîné. Voilà, beaucoup de paramètres sur lesquels j'avais pas vraiment travaillé auparavant. Et donc ça nous a permis de prendre un petit peu de recul. Et l'année d'après, en fait, j'ai pu changer beaucoup de choses et j'ai eu la sensation d'être beaucoup plus juste dans ce que je proposais et beaucoup plus juste dans la façon de manager mon équipe. Voilà. Et donc, il y a eu une très bonne saison avec beaucoup de meilleurs temps. Malheureusement, j'ai eu, à titre personnel, qu'un seul athlète qualifié au jeu, c'était que Léon. Mais malgré tout, toute mon équipe avait réussi à faire leur meilleur temps et certains depuis bien longtemps. Donc, j'étais très satisfait de cette année-là parce que j'avais beaucoup appris et le fait d'avoir échangé avec Thomas Samu à ce moment-là. Et donc la relation avec Thomas Samu au départ, voilà, on a échangé un petit peu comme ça, et puis il y a eu un rapport de confiance. Et puis au fur et à mesure, et surtout quand Léon est parti aux États-Unis, Léon a pris son projet en main totalement et beaucoup plus autonome. Et donc là, ils travaillent un petit peu de leur côté, et puis moi je travaille avec Léon de mon côté, et de temps en temps, et là c'est beaucoup plus rare aujourd'hui, on échange avec Thomas, mais Léon, en fait, il a construit autour de lui son staff. Et Thomas fait partie de son staff. Et quand il en ressent le besoin, il travaille ensemble. Quand Léon a besoin de travailler avec moi, on travaille ensemble, etc. Donc c'est vraiment, il s'est remis, il s'est replacé au centre de son projet, de sa perf, quoi. Voilà. Et après, pour les qualités dont on a besoin pour réussir, moi je pense qu'il faut déjà à la base une profonde envie de réussir, de performer. Enfin voilà, ça part d'un rêve. Souvent, ça part d'un rêve. Et ce rêve, faut que ça devienne une envie profonde et sincère. Et à partir de là, il y a des caractères, des traits de caractère qui vont émerger. Voilà, le fait d'être déterminé, le fait d'avoir cette capacité à s'adapter à quelle que soit la situation, un peu de résilience, et puis la confiance en soi et la confiance en son coach. Je crois que ça, la confiance, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça se construit, ça se nourrit un petit peu de l'histoire qu'on vit au fil du temps, quoi. Voilà. Ah, super. Et au niveau physique, on a parlé voilà de l'aspect mental, et au niveau physique, qu'est-ce qu'il faut pour percer en natation? Tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de grands gabarits avec une allonge et une envergure importante. Alors ça dépend bien sûr si c'est du sprint ou si c'est plus long. Donc quelle qualité physique et qu'est-ce que ça veut dire être aquatique? Tu vois, chez les athlètes, on dit de quelqu'un qu'il a du pied, et chez un nageur, qu'est-ce que ça veut dire être aquatique? Alors, pour te répondre à la première question, moi j'ai quand même l'impression
qu'il y a eu l'histoire des combis et que les physiques, puisqu'il y a, je crois que c'était jusqu'à, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 2009 ou 2010, il y avait les combis totalement néoprène, et puis après on est revenu en arrière. Et donc là, on a vu des physiques aussi qui ont évolué. Et puis ensuite, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles. Alors, évidemment, quand on voit les sprinters, on a tendance plutôt à avoir des gabarits grands et costauds. Et puis, quand on voit des nageurs de demi-fond, on voit aussi des grands et des costauds. Donc, et puis, parfois, on voit des nouveaux sprinters qui arrivent, comme Popovici, plutôt long et fin. Et puis, je crois que c'est un Chinois, Zhang Peng, qui a battu le record du monde de Popovici récemment et qui a un peu le même profil, donc qui est capable d'avoir une course très équilibrée, pas très puissant, mais par contre un rapport entre le premier 50 et le deuxième 50 un peu plus équilibré que d'autres nageurs auparavant qui étaient capables de passer très vite, mais qui avaient un retour un petit peu plus un peu moins rapide. Voilà. Après, si je prends l'exemple chez les filles, on a une Regan Smith qui nage justement avec Bowman. Elle est pas hyper grande et pourtant elle va très vite sur 100, 200 papes, 100, 200 dos, sur du 4 nages. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tous les gabarits et que maintenant c'est pas juste une question de gabarit, mais que il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, notamment sur les aspects mentaux, mais techniques et surtout le rapport poids puissance et puis les freins de résistance à l'avancement, parce que forcément quelqu'un qui est aussi plus costaud, plus grand, va peut-être avoir plus de résistance à l'avancement par rapport à quelqu'un qui est plus fin, plus longiligne. Voilà, donc ça aussi, ça compte, ça rentre en jeu et donc j'ai l'impression que ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de règles par rapport au physique. Alors évidemment, si on est vraiment tout petit, peut-être que ça va être peut-être plus compliqué, mais malgré tout, voilà, il y a pas besoin. C'est une chose du 32. Ouais, voilà, ça peut être un inconvénient, mais on sait jamais, ça peut peut-être se pallier par d'autres qualités, par une fréquence gestuelle, par une glisse hors norme, enfin voilà, des fois c'est. Donc j'aime pas me dire qu'il y a des profils vraiment spécifiques et je pense qu'il y a plus vraiment de règles à ça. Voilà, je pense que chaque nageur est singulier et du coup peut compenser une dette entre guillemets de physique par une très bonne technique ou un très bon rapport poids-puissance. Voilà. Et puis ensuite pour la deuxième question, être aquatique. Voilà. Pour être aquatique, pour moi c'est vraiment être l'image que ça renvoie. Être aquatique, c'est être fluide, souple, ne faire qu'un avec l'eau et pas se battre contre l'eau. Je sais pas si tu vois, par exemple, quand tu vois les bateaux en aviron, tu vois que quand ils mettent un coup de pagaie, ça glisse, c'est presque beau quoi, avoir cette fluidité, cette souplesse. Donc c'est un mélange de puissance et en même temps de fluidité quoi. Et c'est un petit peu ça pour moi être aquatique, c'est naturellement avoir la capacité à se morfondre dans l'eau plutôt que de se battre contre l'eau, et puis avoir cette capacité d'appui. Voilà, il y a des nageurs, on a l'impression quand on les regarde nager, on se dit qu'il tourne pas vite les bras et pourtant il va super vite. C'est parce que voilà, il a vraiment cette qualité d'appui, de relâchement qui fait dans un timing et dans une technique. Et des fois, ça c'est un petit peu inné, quoi. Enfin, c'est vraiment du ressenti. C'est vrai, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Donc c'est pas une définition, mais en tout cas, je le perçois un peu comme ça, quoi. Voilà. C'est génial. Top. J'ai une citation de mon ami Philippe Degache que j'embrasse et qui m'a aidé justement à construire un peu la trame de cette interview. Il m'a dit que ce qu'il disait à ses neveux et ce qu'il dirait à ses enfants, c'est on
on meurt de ne pas savoir nager, mais qu'on ne meurt pas de ne pas savoir jouer au foot. Est-ce que tu as un avis sur l'intégration de la natation au niveau de l'éducation nationale et voilà d'apprendre à nager à un maximum d'enfants? On sait qu'il y a des noyades tous les étés, etc. Et voilà, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu as des conseils pour les parents et pour les gens qui veulent que leurs enfants apprennent à nager? Ok. Bah écoute, moi mon avis là-dessus, c'est que je pense que l'éducation nationale a fait des efforts et fait encore des efforts. Maintenant, je pense que ça manque encore d'harmoniser, déjà ne serait-ce que le terme, le savoir nager, et le contenu de ce qu'on peut observer lorsque je vais voir une séance, puisque j'ai ma fille qui fait la natation avec l'école, j'ai eu l'occasion d'accompagner, et lorsque j'ai pu observer ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de temps d'inertie, parce que c'est des classes de 20-30 élèves, ils sont avec un éducateur, un maître nageur de la mairie, et puis ensuite il y a des aides, enfin il y a le professeur de l'école qui est pas forcément expérimenté. Et puis ensuite, il peut y avoir des parents accompagnateurs qui passent des agréments pour pouvoir accompagner et puis donner aussi quelques conseils aux enfants. Et je trouve que ça, en termes de ressources et de compétences pour apprendre à nager aux enfants, c'est quand même pas terrible. Et puis en termes de temps, voilà, je crois que la logistique, je crois qu'ils prennent 2 heures, et sur les 2 heures, entre le transport, le temps qui se change, le temps qu'on leur explique les consignes et le temps, en fait, ils passent une demi-heure dans l'eau, grand maximum. Voilà. Le test du savoir nager, on met des enfants avec des lunettes, et on dit, si tu arrives à passer sous l'eau, c'est bon, tu vas dans tel groupe, etc. Sauf que les noyades, en réalité, c'est souvent lié à un accident, à un moment où malheureusement je tombe dans l'eau, j'ai pas mes lunettes, je suis habillé. En fait, c'est des situations comme ça, qui peuvent arriver. Ou alors il y a une pente progressive, et puis je me rends pas compte, et puis je sais pas revenir. À la mer, ça peut être comme ça peut être à cause du vent, parce qu'on était sur une bouée. Enfin, je dis ça parce que j'ai eu l'expérience aussi d'être maître nageur sur les plages. Donc je pense que il y a une vraie évolution, il y a vraiment des efforts qui sont faits, mais c'est à mon sens pas suffisamment. C'est pas suffisant, parce que je crois que ça mériterait que tous les enfants, en sortant du CM2, sachent nager. Et c'est pas vraiment le cas, puisque on peut se rendre compte qu'au collège et même parfois au lycée, des gens ne savent pas nager. Voilà. Et ça c'est un vrai problème. Et puis voilà, je pense que l'éducation et le sport pourraient travailler un peu plus main dans la main à ce niveau-là, et puis ça s'appuyer des fédérations, enfin en tout cas de la Fédération française de natation, ce qui est déjà fait un petit peu, mais et après des clubs. Voilà, des clubs, solliciter davantage les éducateurs et les entraîneurs qui sont experts dans le domaine, pour intervenir auprès des écoles, afin de vraiment donner des bons conseils aux enfants, parce que voilà. Moi, la première fois où, alors ça s'était pas fait dans l'école là où j'ai ma fille, mais la première fois où j'ai pu rencontrer une école qui a accompagné les enfants à la piscine, l'institutrice, la première chose qu'elle a dit aux enfants: surtout ne mettez pas la tête sous l'eau. Et en fait, pour moi, je trouvais ça tellement aberrant de commencer un cours de natation en disant surtout vous ne mettez pas la tête sous l'eau. En fait, comment on peut apprendre à nager à des enfants comme ça? Et en fait, c'est le problème. On leur donne de la peur, et enfin voilà. Bref, c'était le point là-dessus, quoi. Super, merci. Et est-ce que tu as un avis sur la place de la natation française par rapport, quand on parle de natation, on pense aux USA, à l'Australie. On a connu un peu l'âge d'or de la natation française. On pense à la fratrie Manodou, Alain Bernard, Fred Bousquet, Camille Lacour. Donc, quelle image tu as en ce moment de la natation française par rapport au reste du monde, et comment tu vois le futur?
La natation en France, quand on fait vraiment le chemin en arrière de son histoire, on n'a jamais eu une très très grande natation et danse en continu pendant des années. Je pense qu'on a une très très forte génération entre 2008 et 2012. Et puis ensuite, elle s'est reconstruite au fur et à mesure avec des programmes qui ont été pensés, réfléchis par certaines personnes et qui ont été proposés. Donc c'est toujours pareil dans les fédérations. En fait, il y a un programme pour développer le développement des enfants au sein des clubs, des programmes qui sont préconisés. Et en fonction de ces programmes-là, on voit les résultats, mais on les voit que quelques années après. Et là, je pense qu'on est en train d'hériter d'une génération qui ont vécu un programme, une jeune génération qui ont vécu un programme et qui me semble être une jeune génération plutôt performante, quoi. Dynamique, simple, plutôt humble. Voilà, on n'est pas dans la France, on n'est pas dans le même système qu'aux États-Unis par rapport aux universités, le système anglo-saxon, ou même l'Australie qui est aussi bien organisée. Et puis on n'a pas les mêmes cultures non plus. Malgré tout, voilà, je trouve qu'on a une génération de nouveau qui émerge, qui est aussi désinhibée par rapport à d'autres années où on se disait ah tiens je vais rencontrer un Américain, un Australien, je pourrais jamais gagner. Aujourd'hui c'est différent. Et puis avec Internet, avec le fait que aussi ce soit plus facile de rencontrer beaucoup plus souvent en compétition internationale les adversaires, ça a permis de désacraliser un peu. Et je pense que ça fait aussi émerger une meilleure natation française. Il y a également, depuis l'arrivée de Jaco Verhaeren, qui est donc le manager de l'équipe de France, je trouve qu'il y a une dynamique qui s'est créée au sein de l'équipe de France entre les coachs et puis entre les athlètes. Cette dynamique, bien évidemment, avec Léon qui est là, et puis Maxime Grousset, Johan Endoy, Mewen Tomac, chez les filles, il y a Pauline Mailleux, Analia Pigré. Enfin voilà, ces jeunes-là, j'ai l'impression que ça est en train de créer vraiment un effet un peu boule de neige, et voilà, ça pourrait nous donner une belle natation, mais il faudrait penser, je pense, pour pouvoir faire en sorte qu'on ait de la densité et sur quelque chose de durable, pas se dire que c'est une génération dorée, mais se dire que voilà, on a une natation qui chaque année peut présenter des athlètes qui peuvent prétendre à des médailles ou à des finales internationales. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quel était leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour en arriver là, et ça, je pense que c'est peut-être pas encore assez fait. Voilà, et je pense que cette génération-là, qui est entre 99, 2000 et jusqu'à 2003, je pense, ou 2004, ils ont vécu le natathlon à l'époque, où on devait faire et du catenage, et du sprint, et du long, et puis il y avait des classements, et donc ça mettait une espèce de dynamique, et voilà, et je trouvais ce système bien, quoi. Voilà, après je pense que par rapport à des nations comme l'Australie et les États-Unis, on est à notre place. Voilà, on n'a pas la même densité, on n'a pas le même système, on est tout simplement à notre place, et je crois que voilà, on peut faire mieux, mais rivaliser avec États-Unis ou Australie, je pense que ça serait utopique. Voilà. Top. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se construit pour toi une semaine ou une journée type, tu vois, entre la casquette d'entraîneur et de directeur sportif? Est-ce que tu gères tout un peu en même temps, ou est-ce que tu bascules sur d'abord de l'entraînement, après ton statut de directeur sportif? Comment tu fais? Je fais que ça me prend beaucoup de temps.
ça me prend beaucoup de temps, ça nécessite que je sois un peu partout, mais que je sois aussi très organisé. Donc, moi, je me réveille à peu près à 5h30 le matin. Je me prépare, je prends mon café et puis j'arrive à la piscine avant les nageurs. Je revois la séance que j'ai préparée la veille. Puisque des fois, dans la nuit, je sais pas pourquoi, ou le matin, je me dis, tiens, il y a ça, il faudrait que peut-être je le fasse différemment. En tout cas, je réajuste souvent les séances au dernier moment, mais voilà, je me sers de ce que j'ai fait la veille. Je réajuste un peu la séance, j'accueille donc les athlètes où je les retrouve quand ils sont en train de s'échauffer à sec. Et puis ensuite, je leur présente la séance, je leur explique un petit peu quels seront les objectifs de la séance, et puis ensuite on fait la séance. Lorsqu'on a terminé la séance dans l'eau, moi je retourne au bureau. Souvent j'ai reçu des mails entre temps, donc je traite quelques mails. Et puis je priorise sur la séance d'après et puis les athlètes. Donc si j'ai des rendez-vous médicaux à voir avec les athlètes, alors bon, j'ai mon staff qui travaille avec moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe un petit peu de ça, mais je vais peut-être faire un point avec lui là-dessus. Je vais consulter les HRV des athlètes, je vais aller voir si ils ont bien dormi, enfin voilà, d'abord je m'occupe des athlètes et ensuite s'il me reste du temps en fin de matinée, je vais commencer un peu le travail de direction sportive, ou alors à ce moment-là je le bascule sur l'après-midi. Donc le midi, je mange, je fais du sport parce que pour moi c'est indispensable de pouvoir faire au moins du sport 3 fois dans la semaine, parce que c'est mon équilibre. Et ensuite, après le sport, je retravaille un petit peu, je prépare ma journée du lendemain où je termine sur la direction sportive. Donc, je prévois mes réunions, mes papiers, etc., etc. Et puis, deuxième séance, et rebelote, donc je retrouve les nageurs, je leur explique les séances, etc., etc. Et puis ensuite, je rentre à la maison, je retrouve ma petite famille. Et puis je m'occupe de ma famille. Voilà. Là, je coupe avec le boulot en général. J'essaye. C'est pas toujours évident, mais. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est quand même, j'ai 25 minutes à peu près de chez moi, à la piscine. Et pendant ces 25 minutes, voilà, je me refais un peu le film. Il y a des choses. Tiens, j'ai dit ça à un tel, je l'ai pas forcément verbalisé de la façon dont j'aurais aimé le verbaliser, ou il a pas forcément perçu comme. Et ça me trotte toujours un petit peu, et donc je retravaille un peu là-dessus. Toujours. Alors ma séance, je me fais un petit peu le feedback de ma séance en me disant ça c'était un peu dur, ça c'était un peu trop facile. Voilà, donc c'est toujours ce temps-là où il se passe des choses. C'est un peu mon moment à moi, mon moment d'introspection de ma journée. C'est le retour à la maison, quoi. Voilà, c'est le moment où je switch. C'est énorme. Et justement ce moment-là, t'arrives à ce qu'il s'arrête quand t'arrives à la maison, ou est-ce qu'il se poursuit, tu vois? Je dis n'importe quoi, mais tu gares ta voiture et tu dis voilà, ça y est, je coupe le contact et du coup j'arrête de réfléchir à la séance, à ce qui s'est passé, etc. Ou comment t'arrives à couper, entre guillemets, entre ce que tu penses pendant 25 minutes et à switcher en mode père de famille, machin, etc. Ou est-ce que ça te poursuit et ça perturbe, on va dire, le contexte familial, quoi? Alors la plupart du temps, j'arrive à switcher. C'est-à-dire que j'arrive chez moi, hop, je pose les clés, et puis c'est bon, je suis avec la famille. Mais il arrive quand même que lorsque quelque chose ne s'est pas, lorsque je me suis pris la tête avec un nageur, ou s'il y a quelque chose qui me tracasse, quoi, quelque chose qui me contrarie, qui me tracasse. Ça m'arrive d'être présent à la maison, mais d'être absent, quoi. C'est-à-dire que je suis là, on peut me parler, et c'est pas forcément simple. Alors je fais attention parce que c'est important
pour moi, la famille, ça fait partie de mon équilibre et c'est important que je sois vigilant à être disponible au moment où je sois à la maison. Mais c'est vrai qu'après, ça, c'est dans mon caractère. Quand quelque chose me contrarie ou me prend un peu la tête, j'ai tendance un petit peu à rester bloqué dessus jusqu'à ce que soit j'ai réussi à crever l'abcès avec l'athlète si c'est un souci avec un athlète ou à résoudre le problème si j'ai une problématique, quoi. Voilà, donc des fois ça bon, j'arrive quand même à bien dormir et en règle générale, j'ai pas d'insomnie, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est vrai que voilà. Bon, ma femme qui est ancienne nageuse, parfois sur certains sujets, je peux parler avec elle. Après, on essaie de laisser le travail au travail. Mais c'est bien, super. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Ouais. En fait, j'en ai des tas. Moi, je considère que je me suis construit avec toutes les rencontres que j'ai pu faire sur mon parcours. Donc, bien évidemment, Lucien Lacoste, parce que j'ai été son assistant pendant 8 années. Donc, j'étais très imprégné au départ. Et puis au fur et à mesure, j'ai voulu me détacher un petit peu et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage avec Denis Hauguin et puis Richard Martinez. Et puis j'ai croisé Frédéric Vergniaud en stage, et puis Baumann aujourd'hui, et puis un entraîneur russe que j'avais pu croiser en stage à Tenerife. Alors, en fait, à chaque fois, chaque rencontre, ça m'a permis en fait de prendre ce qui m'intéressait chez les uns, chez les autres, pour me construire. Et donc, si je devais désigner un mentor, je dirais que c'est Lucien parce que j'ai travaillé avec lui comme assistant pendant 8 ans. Mais en réalité, c'est tous un peu mes mentors indirectement. Voilà, avec Bob, tout ce qu'il m'a apporté depuis que Léon est parti aux États-Unis, c'est quand même assez incroyable. En termes de voilà, parce que c'est quand même quelqu'un de très disponible et qui est très dans le partage, et il y a aucun souci avec ça, il est très transparent sur ce qu'il fait, sur comment il procède, et c'était vraiment un vrai plus pour moi, quoi. Voilà. Super. Et est-ce que tu as des livres préférés sur la performance, le sport ou autres, des livres qui t'ont marqué? Ouais, alors moi les premiers livres que j'ai lus quand c'était au tout début que j'entraînais, c'était comment ça s'appelait? C'était la Gazelle et l'Athlète, je crois. Voilà, le puzzle de la performance. Voilà, après il y avait comment ça s'appelle? C'était de l'apprentissage aux Jeux Olympiques aussi. C'est un bouquin là plutôt spécifique natation. Donc voilà, j'étais assez curieux de tout ça. Après, il y avait Un cancre dans les étoiles, donc ça c'est de Thomas Samu. J'ai évidemment lu La quête de l'excellence de Bob Bowman. Voilà, j'ai lu. En fait, chaque bouquin m'a amené à aller vers un autre, et puis vers un autre, et puis vers un autre, et en fait à ouvrir tout un à chaque fois une nouvelle porte vers voilà, là en ce moment je lis un livre sur le stoïcisme, et je trouve, enfin voilà, et puis là derrière je sais que je vais rebondir encore sur un autre livre, et voilà, et ça se fait vraiment au fur et à mesure. Donc il n'y a pas vraiment hormis peut-être un livre que j'ai vraiment vraiment apprécié, c'était de l'apprentissage aux Jeux Olympiques, qui a été un des premiers livres spécifiques natation que j'ai lu et que je conseille parce que ça m'a vraiment apporté des bonnes bases. Voilà. Super. Et alors, est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un des réseaux sociaux où tu es le plus actif? Et si oui, alors comment on peut faire pour te poser des questions? Alors, peut-être sur Instagram, Sokin le coach.
Voilà, c'est mon pseudo sur Instagram. On peut me joindre plus facilement sur ce réseau-là ou tout simplement en contactant les dauphins du TOEC. Et, voilà. Et après, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, faut surtout pas hésiter. Je suis disponible. Alors là, peut-être un petit peu moins jusqu'aux Jeux Olympiques, mais voilà, je fais en sorte d'être le plus disponible possible pour répondre à des questions ou à des interrogations. Voilà. Top. Nicolas, dernière question. Comment tu construis ton haut niveau? Alors, mon haut niveau, je le construis, c'est un petit peu... je l'ai construit progressivement. Quand j'ai pris conscience déjà que je voulais être entraîneur de haut niveau, puisqu'au départ, j'avais plutôt une appétence pour la pédagogie. Et c'est vraiment quand Lucien Lacoste m'a proposé de l'assister que j'ai commencé à apprécier apprécier un petit peu les enjeux du haut niveau, etc. Et donc je l'ai construit progressivement, mais là où j'ai vraiment pris conscience de ça a été lors d'une intervention là avec Boris Marais comme coach mental entre guillemets. J'ai pris conscience qu'il fallait que je sois aligné avec ce que je voulais être. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai déterminé dans ma tête ce que je voulais être, il a fallu que je construise mon personnage. On peut dire ça comme ça. Mon personnage qui va être en accord avec ce que je voulais être. Et donc, voilà, j'ai construit un équilibre autour de moi. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. C'était un peu la famille, l'environnement, le staff que j'ai choisi autour de moi pour m'accompagner dans l'aventure. Et puis depuis peu, grâce à l'Agence nationale du sport, j'ai pu avoir une personne ressource en la personne de Sylvain Curigné, qui était entraîneur de Tony Estanguet lorsqu'il était plusieurs fois champion olympique, et de Émilie Lefer. Voilà, et qui m'accompagne et avec qui j'échange beaucoup autour de la perf, j'échange beaucoup autour du haut niveau, autour de mon environnement, autour de tout ça, et ça me permet vraiment de construire ce que tu appelles mon haut niveau. Voilà. Et voilà, donc il y a certaines je me suis donné des règles d'être avant les athlètes, d'être exemplaire vis-à-vis d'eux, et puis ensuite d'avoir d'être toujours dans l'anticipation, en tout cas un maximum dans l'anticipation plutôt que dans la réaction, mais en gardant cette faculté à réagir à n'importe quelle circonstance, mais voilà, faire en sorte d'avoir toujours un petit coup d'avance, quoi. Voilà, un petit peu super. Au niveau. Mais je pense que ce qui est important, et ça, j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment l'équilibre entre la famille et le travail, parce que voilà, il y a des moments, c'est un vrai bonheur, et puis c'est vraiment une ressource pour moi d'avoir mes filles et ma femme qui m'accompagnent et qui me suivent dans mon projet de haut niveau. Ouais. Parce que je suis très souvent absent et que si j'avais pas ça, peut-être que je serais pas dans le même état d'esprit au quotidien, etc. Et donc, ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui, voilà, c'est tout un ensemble, et voilà. Et donc, j'en profite pour les en remercier, même si je sais pas encore si elles écouteront ce podcast. Voilà. Ah si elles écouteront. Si elles écouteront, elles mettront 5 étoiles, j'espère. Je pense. En Super. tout cas, je leur demanderai de le faire. Merci. De l'écouter. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, c'était super. Ok, merci Julien, à toi, et c'était avec plaisir, c'était sympa, c'était un bon moment. Super, à très bientôt. Bonne journée. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous, débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux.
Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.